Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Cavi Média et sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci d'être des nôtres dans cette nouvelle aventure de votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Au menu de ce matin, pas d'internat, encore moins de semi-internat pour les candidats aux examens nationaux session 2025 dans la commune de Matoto. C'est une décision du directeur communal de l'éducation dans une note adressée aux délégués scolaires de l'enseignement élémentaire DSEE ainsi qu'aux directeurs d'école et chefs d'établissements publics et privés du secondaire. Sekou Kaba exige que toutes les révisions cessent impérativement au plus tard à 18h. Quelles en sont les raisons? Le principal concerné nous répondra dans un instant. Au Mali, l'espace politique est sous tension. Les autorités de la transition ont suspendu toutes les activités des partis politiques et associations apparentés au nom de l'ordre public. Une décision tombée quelques jours seulement après l'annonce d'une grande manifestation de l'opposition. En toile de fond, la réforme politique controversée du 29 avril qui ouvre la voie à un mandat de 5 ans pour le colonel Assimi Goïta. L'opposition dénonce un coup de force. Les autorités parlent d'ordre public. Alors jusqu'où ira cette crise? On en débat dans cette émission Le Scanner. Et puis au Vatican, l'Église catholique vit un moment historique. Le conclave est officiellement ouvert. 133 cardinaux venus des 5 continents sont réunis dans la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape de l'histoire. Une élection à huis clos dans le secret et la prière, mais où les enjeux sont bien réels. Poids géopolitique, sensibilité théologique, avenir d'une église confrontée à des défis majeurs. Vers 21h de ce 7 mai 2025, une première fumée noire s'est échappée de la cheminée installée sur la chapelle, signe que les cardinaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom. L'élection se poursuit donc ce jeudi avec 2 tours prévus lors de la session du matin et 2 tours et 2 autres dans l'après-midi. Beaucoup d'interrogations. Pourquoi l'Afrique? Pourtant, terre de foi, ne compte-t-elle que 17 cardinaux? Peut-on imaginer un pape africain ou latino-américain? Nous poserons toutes ces questions à nos invités. Le père Stanislas Kambashi, prêtre jésuite actuellement en mission à Rome, et le père Pierre Babasila, responsable diocésain des communications sociales, qui va également intervenir dans cette émission Le Scanner. Voilà le menu. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci de nous écouter sur la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur les différents bouquets Canal Plus et le bouquet Star Times. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes sur Meta, vous êtes forcément sur Kavi TV, sur Kavi Media, notre application mobile. Vous pourrez nous suivre ou nous écouter sur siaminfo.com, notre appli, notre site d'information de prédilection. Également, vous accompagne avec tous nos programmes. Une nouvelle tête, une nouvelle figure, une nouvelle voix que vous allez entendre tout à l'heure. Maman Diallo, bonjour, bienvenue. Bonjour Abdallah, bonjour à tous ça qui nous écoutent et nous suivent à l'instant. Oui, très bien, Nadia. Merci. Une première dans le scanner. Effectivement, c'est une première surtout de m'asseoir sur ce côté-là, sinon j'ai toujours votre place. Ça fait un peu bizarre, mais on va s'habituer certainement. Avec Jeunes et Développement. Ah, effectivement. Ouais, bienvenue et merci de rejoindre cette équipe du scanner. On parle de cette première actualité. Dans la commune de Matoto, c'est une décision qui interpelle enseignants, élèves et parents d'élèves, plus d'internats et de semi-internats pour les candidats aux examens nationaux. La décision du directeur communal de l'éducation renvoie à de nombreuses questions. Pourquoi interdire des dispositifs qui, selon certains, favorisent la concentration et la réussite que redoute réellement la direction communale de l'éducation de Matoto? Suivons ensemble d'abord ce reportage dans Soubaïlo Baldé pour mieux comprendre. Et derrière, nous aurons au bout du fil le principal concerné. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines. Dans sa note circulaire, le directeur communal de l'éducation de Matoto annonce l'interdiction de l'internat et semi-internat pour les candidats aux examens nationaux dans les écoles de sa juridiction. Sekou Kaba dit avoir pris cette initiative pour plusieurs facteurs. Cet état de fait est à bannir. Raison pour laquelle moi, dans ma juridiction, l'année dernière comme cette année, j'ai exigé que les cours de révision s'arrêtent à 18h00. Les enfants, s'ils étudient de 8h à 18h, ils rentrent à la maison, ils peuvent se reposer et puis reprendre ce qui est vu en classe. Premier facteur essentiel. Deuxième facteur essentiel, à 18h, ils sont chez eux. Il n'y aura pas de contact au-delà de 18h entre élèves candidats et élèves candidates, entre professeurs et élèves. Vous savez, dans un passé récent, les filles tombaient en grossesse, soit par les élèves ou soit par les professeurs indélicats. De par le passé, la fuite des sujets a été signalée dans plusieurs centres d'examen à travers le pays. Et donc, il faut minimiser les contacts entre candidats et enseignants pour prévenir de telles éventualités, selon Sekou Kaba. Vous savez, un enseignant qui a enseigné une classe d'examen 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il est dans cette classe, il peut faire des propositions de sujets. Il peut fomenter des faux sujets, donner ces faux sujets aux élèves. C'est ces faux sujets-là qu'on appelle pétrole, et que les enfants sont déroutés. Au lieu qu'ils révisent sur l'essentiel, ils se focalisent sur les faux dossiers, sur les faux sujets-là. Ça rend l'élève paresseux, et lorsque l'élève révise ces faux sujets, la probabilité est très très faible que ces faux sujets viennent comme des sujets. Si ça tombe, les gens diront qu'il y a eu fuite. Donc voilà. Il faut prévenir. Les candidats à l'entrée en 7e année, au BEPC et au baccalauréat unique sont tous concernés par cette interdiction du directeur communal de l'éducation de Matoto. L'éducateur a aussi lancé un appel aux parents d'élèves pour le respect de cette interdiction. Merci d'être des nôtres. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, nous avons suivi ensemble ce reportage réalisé par Ansou Bailo Baldé au bout du fil, le directeur communal de l'éducation de Matoto, monsieur Sekou Kaba. Bonjour, bienvenue dans le scanner, monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur Abdallah Kamara, et bonjour aux millions d'auditeurs de votre télévision et radio. Merci d'accepter notre invitation. Dites-nous d'abord, d'entrée de jeu, quelles sont les raisons exactes? Nous avons suivi quand même le reportage, mais quelles sont les raisons exactes? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Qui motive cette mesure? Mesure consiste à suspendre pour l'heure tout ce qui est internat et semi-internat. Merci pour cette bonne question. Vous savez, nous, au MEPIA, on n'a pas d'autre mission. La mission principale, c'est donner l'instruction et l'éducation aux élèves de la maternelle en terminale. C'est ça notre mission fondamentale. Et cela passe nécessairement par le sérieux dans le travail. Vous savez, les candidats, que ce soit au CE, au BEPC, au baccalauréat, l'enfant qui est régulier, qui est constant, qui est suivi à la maison par ses parents, rien n'arrêtera cet enfant d'aller loin. Raison pour laquelle, moi, en collaboration avec l'ensemble de mes cadres, nous avions jugé nécessaire, comme l'année dernière, que toute révision pendant et avant, pendant les examens s'arrête à partir de 18h00. De 8h à 18h, les 10 heures sont vraiment suffisantes par jour. Si c'est bien enseigné, il faut donner le temps de repos aux candidats d'aller chez eux, reprendre les leçons vues pendant la journée. Mais si un enfant quitte chez lui ou il abandonne carrément la maison pour être dans une école de 24 heures sur 24, cet enfant, un, il ne sera pas sérieux. Deux, ils peuvent créer les méfaits entre eux, soit entre eux ou entre les candidates et certains professeurs indélicats. Donc vous craignez des travers. Voilà, des travers. Donc il faut éviter. Il faut, si les heures sont vraiment dispensées, on n'a pas besoin d'être dans une école au-delà de 18 heures. On n'a pas besoin. Ça, il peut venir à la maison avec ses amis ou avec lui-même, le candidat. Il prend ses cahiers, il prend ses exercices. S'il arrive à répandre ses exercices, partout où le candidat verra le similaire, il sera capable de les traiter. Donc voilà, il faut que les parents aussi arrivent à nous aider. Il ne faut pas jeter ton enfant à l'école sans qu'il ne soit suivi. Donc voilà, nous voulons la crème, nous voulons que notre pays avance. Et le pays n'avancera jamais sans son système éducatif. Le système éducatif est le baromètre du développement d'une nation. Un pays peut être en chaos économique. Si le capital humain est là, ce chaos sera redressé au fur et à mesure. Donc voilà les contours, le contexte. Les raisons de cette prise de décision. Oui, et Mamadou Dia. D'accord. Monsieur le directeur, bonjour. D'abord, c'est une forte décision que vous avez prise, mais en vous entendant parler, ce n'est pas une première décision, puisque l'année dernière aussi, vous avez fait la même chose apparemment. Bien sûr. D'accord. Alors, quel a été effectivement le résultat que vous avez eu l'année dernière par rapport aux années précédentes, par exemple, pour réitérer la même décision cette année? Bon, moi, je suis un professeur en situation de classe. Les enfants que j'enseigne, vous pouvez venir demander le proviseur, les enfants eux-mêmes, en terminale expérimentale. Moi, je viens, je donne mon cours. J'enseigne les enfants. Je viens, deux fois, je viens les enseigner, même pendant les révisions. Je viens, je les prends. Alors, à 18h, il s'en va chez eux. Vous savez, l'enfant, s'il a un bon temps de repos,
ils reprennent. Partout où il verra le similaire, il sera capable de traiter. Oui. Mais mon frère, mon frère Abdallah, oui. Vous étiez élève. Lorsque vous étiez élève, de 8h à 22h, vous êtes dans une école. Arrivé à la maison, est-ce que vous serez capable de reprendre ce que vous avez vu en classe? Non. Dès que vous rentrez à 22h ou au-delà, votre premier travail, certainement, c'est de manger et de vous coucher. Et ça, le sommeil va vous serez plongé dans le sommeil. Vous n'aurez pas le temps de reprendre parce que vous allez vous endormir de façon très profonde. Et si tu n'arrives pas à reprendre, ça, et tous les jours, les leçons s'accumulent. Tous les jours. Donc, vous allez voir que votre cahier est rempli, mais vous serez incapable de commencer là où vous devez commencer et terminer là où vous devez terminer. Donc, ça sera inutile. Oui. Donc, cette décision, elle est vraiment, les chefs d'établissement ont adhéré. J'ai reçu beaucoup d'appels venant des chefs d'établissement, publics comme privés, disent vraiment, nous d'ailleurs, depuis que l'on est chez moi, c'est à 18h. Voilà. Maintenant, quels sont les garde-fous que vous avez eu à prendre pour que cette mesure soit respectée, hein? Parce qu'aujourd'hui, il faut oser le dire, le système éducatif est majoritairement dominé par le secteur privé. Le secteur privé que vous ne contrôlez pas tout à fait, les programmes et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu des garde-fous pour voir? Abdallah, moi, je contrôle. Abdallah, moi, dans ma juridiction, le contrôle est là. Bien. Et je dis et je répète, les privés, c'est les bâtiments qui sont privés. Le fondateur a eu l'argent pour construire une école. Bien. Mais le fondateur, ce n'est pas lui qui donne le programme d'enseignement. C'est le MEPIA qui en donne. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que moi, les chefs, je répète encore, les dirigeants des écoles privées, les chefs d'établissement, qui sont majoritairement des jeunes, acceptent. Vous pouvez vous-même contrôler. Vous pouvez aller dans une école au-delà. Si vous trouvez un élève, informez-moi. Mais vous ne trouverez pas un élève ou des enseignants qui enseignent au-delà de 18 heures. Parce que moi, j'ai mes cadres, j'ai mes délégués scolaires qui sillonnent. Moi-même, je sillonne. M. Abdallah, si vous me voyez, si tu me vois, et si on n'arrive pas à vous dire que c'est moi le DCE, vous n'allez pas comprendre. Moi, je vais à pied dans les écoles. À pied. Je vais, comme tout parent d'élève, comme tout enseignant. Alors, donc moi, on ne peut pas me mentir. Parce que moi, c'est avec eux. Vous savez, si tu es proche des administrés, tu connaîtras beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, je répète, vous pouvez vérifier, vous, la décision, elle est soutenue, la décision, les chefs d'enseignement l'ont adhéré, les enseignants l'ont adhéré. Donc voilà. Bien, vous craignez des cas de grossesse, c'est vous qui l'aviez dit. Est-ce qu'auparavant, vous, depuis votre nomination à la tête de la direction communale de l'éducation de Matoto, vous avez enregistré des cas similaires? Est-ce qu'à Matoto, les cours du soir ont occasionné des grossesses indésirées? Vous savez, c'est pas une première, c'est pas ça se passait dans les écoles dans les temps passés. Donc avant votre arrivée ou sous votre magistère? Ça, c'est avant mon arrivée. Ça, c'est avant mon arrivée. Bien. Moi, j'étais enseignant et j'enseignais et j'étais l'école terminale depuis que j'ai commencé à enseigner. Et de 2006 jusqu'à ma nomination, j'ai toujours enseigné l'école terminale. Même ma nomination, j'enseigne l'école terminale. Avec donc, ça se passait. Donc, monsieur, moi, le passé, je ne veux plus que ce passé-là revienne. Et ça, c'est de façon irréversible.
Bien. Avant de vous laisser partir, oui, avant de poser ma dernière question. Oui, justement, peut-être ma question n'a pas été totalement répondue. Moi, je voudrais savoir quel a été le résultat, puisque ce n'est pas une première fois que la décision a été prise. L'année dernière, ils ont fait la même. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé, monsieur le directeur, pour les précédentes années? Merci sur votre question. Je vous rappelle que notre ambition, notre mission, c'est de redresser le système éducatif. Et le redressement de ce système passe obligatoirement par la qualité du travail, la qualité des enseignants. Tout à fait, oui. Donc, si nous organisons les examens, ce n'est pas pour faire échouer les élèves, c'est de connaître qui a travaillé pendant l'année scolaire, qui ne l'a pas fait. Un enfant qui quitte à la maison, celui, en disant à ses parents qu'il vient à l'école, mais il change de direction. Celui-ci mérite d'être admis dans un examen? Non. Moi, les enfants qui quittent chez eux, qui ne trouvent pas, qui n'arrivent pas à aller ailleurs, ce sont eux. Moi, j'ai besoin de la mission. C'est-à-dire de la maison à l'école, de l'école à la maison. D'accord. Si ceux-là sont admis, c'est ça notre fierté. Et c'est ça notre combat. D'accord, monsieur. Notre combat, c'est ça. C'est de donner la valeur intrinsèque aux candidats guinéens pour que dans 10 ans, 20 ans, notre système éducatif, non, dans 10 ans même, c'est tôt, dans 5 ans, le résultat soit là. Ah, on dirait que vraiment, le temps là, il y a eu du travail, il y a du bon travail. Les enfants ont travaillé, ils ont eu le niveau. C'est ça notre ambition. Et vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD, nos étudiants ne sont plus recalés dans les institutions étrangères. Ils sont plus recalés. D'accord, il y a du bon travail. travail. Et puis, ils sont parmi les meilleurs. D'accord. Alors, avant, quelqu'un pouvait avoir le bac, être parmi les meilleurs, mais arriver au Maroc, arriver en Tunisie, il n'arrive pas à faire l'université. Ça, c'était de la honte. Il faut changer de donne. Bien. Donc, les méritants, vous pouvez vérifier, les méritants qui ont la chance d'aller à l'extérieur, vraiment, ils sont parmi les meilleurs. Ils sont des étudiants. Ils ne font pas les institutions professionnelles. C'est la raison pour laquelle nous mettons tout le sérieux pendant l'apprentissage pour que, après la publication des résultats, les méritants soient déclarés admis. Les non-méritants reprennent. Bien. Alors, Abdallah posait la question de savoir les garde-fous, monsieur, le directeur. Je pense bien, vous êtes répondu. Vous êtes répondu. Oui, monsieur le directeur. Alors, il posait la question de savoir quels sont les garde-fous. Justement, moi, je voudrais savoir, vous avez dit il y a eu des établissements, des professeurs qui ont adhéré à l'initiative déjà, mais ceux qui n'adhéreront pas, parce qu'il peut y en avoir, quel serait leur sort? Bon, c'est très simple. Si je suis saisi qu'une école continue à donner les cours au-delà de 18 heures, si moi je suis saisi, mais il y a la sécurité. D'accord. Alors voilà. L'établissement sera aussi suspendu. Ah non, pas suspendu, mais c'est ça fermé jusqu'après les examens. C'est tout. Maintenant, sur la communication, pensez-vous que cette mesure a été suffisamment expliquée et aux élèves et aux parents d'élèves pour éviter les incompréhensions? Parce que non, il n'y a pas d'incompréhension. Non, il n'y a pas d'incompréhension. Pour éviter les incompréhensions, je dis non, il n'y a pas d'incompréhension. Monsieur Abdallah, moi, je suis décédé de mon toto. OK? Mon enfant ne restera pas à l'école au-delà de 18 heures. Voilà. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous avez expliqué ça aux parents? Est-ce qu'il y a eu quand même une sensibilisation? Parce que c'est la règle des 3 S. La sensibilisation, le service après la sanction. Non, M. Abdallah, les parents, vraiment, je ne pense pas que si les parents ont des problèmes avec ça. En tout cas, je ne pense pas. Les parents n'ont pas de problème avec ça. Bien. Les parents, c'est l'école, c'est de 8h à 18h. Arriver à la maison, et un parent a l'obligation de dire à son enfant, qu'est-ce que tu as fait?
pendant la journée. Donne-moi ton emploi état. Alors, si l'emploi état est connu, et si l'emploi état d'un élève est connu par père ou bien par sa mère, cet élève-là sera vraiment un élève modèle. Hein. Bien. Maintenant, quel est votre appel à lancer? Quel est votre appel à lancer à l'endroit des encadrants, des élèves et des parents d'élèves? Merci beaucoup. D'abord, je félicite l'ensemble des encadrants, les chefs d'établissement, les enseignants en situation de classe. Je les félicite. Vous avez vu, depuis le 25 septembre 2024 jusqu'à nos jours, les cours se déroulent dans de très bonnes conditions. En tout cas, nous sommes satisfaits du déroulement des cours. Je rappelle encore, moi, directeur communal de Matoto, je suis professeur de chimie. Vous m'avez appelé comme ça là, je suis en classe, mais c'est obligé, comme c'est écrit Kavi Média. Sinon, le téléphone était avec le surveillant général qui est venu me donner le téléphone. Donc, les cours se passent dans de très bonnes conditions. Donc, ils méritent vraiment des meilleures félicitations. Un. De deux, les élèves, ils savent déjà que depuis notre arrivée aux affaires, les examens sont devenus des examens crédibles. Crédibilité, parce que on a le nécessaire. Si, je répète encore, si le pays avance, c'est parce que son système éducatif est performant. Donc, ils ont tous adhéré. Les parents, si M. Abdallah, son garçon, est premier de la République, l'honneur c'est à vous. Mais le bénéficiaire, c'est qui? C'est votre élève et ça sert à votre fils. C'est lui qui ira au Maroc. Vous serez heureux parce que c'est votre enfant qui a vraiment... Cela veut dire que vous avez bien suivi votre enfant. Quel est ce parent qui n'aime pas voir son enfant premier de la République? Quel est ce parent? Je pense que ce parent n'existe pas. Alors, mais pour être premier de la République, il faut suivre son enfant. Si l'enfant est bien suivi, ça, l'honneur te revient. Donc voilà, ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre pays. Je rappelle encore une fois, les parents ont un rôle à jouer, un rôle très important. C'est de suivre l'enfant. C'est tout. Connaître le programme de son enfant. Bien. Et se rassurer, si mon enfant quitte la maison, il ne prendra pas autre destination qu'à l'école. Et au retour, la même chose. Alors, si tous ces facteurs-là sont réunis, les enfants iront très loin et notre pays se développera. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur Kaba, d'être intervenu. Merci pour ces éclaircissements. Merci. Une fois encore, nous souhaitons que cette décision puisse faire du bien au système éducatif guinéen. Merci d'être intervenu. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Abdallah Kamara. Merci aux journalistes de Kavi Média. Merci, merci. Bonne journée à vous. Merci Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation de Matoto, qui s'exprimait sur ce sujet, l'interdiction des internats et semi-internats dans la commune de Matoto, en tout cas pour les candidats session 2025. Et justement, parlons maintenant du Mali, où la situation politique devient de plus en plus tendue. Après les résolutions controversées issues de la consultation nationale, voilà que le pouvoir frappe fort. Toutes les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, une décision prise au nom de l'ordre public, mais qui intervient alors que l'opposition préparait une très grande mobilisation pour réclamer la fin de la transition et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Avant de décrypter ce sujet avec vous, Mamadou Diandialo, on suit d'abord la communication du gouvernement et on se retrouve derrière pour décrypter cette actualité du côté du Mali. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
En attendant de revenir sur cette communication du gouvernement, je me tourne vers vous, Mamadou Diallo. Les autorités maliennes cherchent... Est-ce qu'elles cherchent simplement aujourd'hui à éviter le chaos dans un contexte, parce qu'à les écouter, on parle d'ordre public. Une mobilisation très grandiose quand même prévue par l'opposition de ce côté. Effectivement, Abdallah, vous l'avez dit, mais ce n'est sans surprise quand même pour le public malien, surtout la société civile et éventuellement les politiques, parce que c'était prévisible pour certains déjà. Ce n'est pas une première encore. Il faut se rappeler, l'année dernière déjà, il y a eu une suspension des activités des partis politiques pour une durée de 3 mois et l'emprisonnement aussi de certains leaders politiques. Donc c'est pas une première. Et cette fois aussi, le président de la transition a signé un décret qui justement suspend, suspend toute activité politique pour d'ordre public, dit le communiqué. Donc, et les organisateurs ont commencé à contester déjà la décision du gouvernement, notamment les leaders politiques. Donc aujourd'hui, Abdallah, il faut donc le dire, les partis politiques s'y attendaient et confiaient d'ailleurs leurs craintes récemment dans ces derniers jours. Ils le disaient dans les médias internationaux, donc c'est désormais chose faite. Mais d'une semaine après le début donc d'un mouvement de contestation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et à 2 jours du rassemblement, du grand rassemblement prévu pour vendredi prochain, là, ça sera, en tout cas, c'est un grand rassemblement politique qui était prévu, bien entendu, justement. Alors, sur la place de l'indépendance de Bamako, les autorités de transition prennent cette mesure qui est aussi suspend les activités politiques, qui n'est pas une première, nous l'avons rappelé, mais c'est une forte décision de la part des autorités. Et l'information a été rendue publique hier dans l'après-midi, justement, à travers un décret et un communiqué donc diffusé à la télévision nationale. Il faut le rappeler, Abdallah, que cette décision revient à une interdiction du fait du rassemblement, nous l'avons dit tout à l'heure, au cours duquel les partis politiques appelaient les Maliens à s'opposer à la dissolution des partis politiques qui étaient aussi en vue à l'issue, donc vous l'avez dit, à l'issue d'une concertation. D'une concertation tenue le 29 avril dernier. Exactement, donc il y a l'opposition et les partis politiques qui appelaient à contester cette décision et généralement aussi appeler à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Exactement, et surtout à une junte qui est là depuis plus de 4 ans maintenant, qui n'a pas organisé d'élection. Donc l'opposition malienne essaie tout simplement d'appeler à la population malienne dans son ensemble, le public malien dans son ensemble, à rehausser un peu le ton et surtout au non-respect de la Constitution aussi, ou encore aux taxes injustes et aux coupures de courant, Abdallah. Oui, également. Mais l'opposition n'est pas tout à fait d'accord, Mamadi Dian, avec cette décision des autorités maliennes. Une action est-elle en vue? Oui, une action judiciaire est en envie, Abdallah, il faut le rappeler, mais ce qui est à dire ici, Abdallah, ça ne va pas trop porter fruit parce que l'opposition ou les organisateurs déjà du mouvement de vendredi là essayent de tenter une action judiciaire qui ne va certainement pas porter fruit pour ce vendredi là. Peut-être pour les prochaines fois, ça à cause du timing très serré. Exactement, ça sera à la bonne. Donc sollicité par nos confrères de l'ARFI, la commission d'organisation du rassemblement explique vouloir solliciter justement la justice malienne sur cette mesure de suspension pour annulation immédiate de cette décision avec une procédure d'urgence. Mais c'est ce qu'on a dit, ça ne sera pas tout à fait facile, même si ils peuvent le faire. A fortiori, ce vendredi-là, c'est très serré, justement très serré, vous l'avez dit. Donc les organisateurs avaient déjà confié qu'en cas d'interdiction, parce que ça présageait cela, pour ne pas tomber donc dans les pièges de la violence, et promettait des plans B et C. Il y avait, puisqu'il le savait, déjà c'était dit. Il y a même le procureur près le tribunal, je crois, de Bamako, qui avait instruit au procureur de veiller à cela pour ne pas qu'il y ait un trouble à l'ordre public, bien entendu, à ce niveau-là. Donc avec une perspective justement, Abdallah, d'étendre ce mouvement à l'intérieur du pays, de rallier d'autres acteurs,
de la société civile, notamment au-delà de l'événement de ce vendredi qui était prévu ou qui est justement jusqu'à présent prévu, même si il y a quand même cette interdiction. Justement, elle ne se tiendra pas. Alors c'est désormais la moindre réunion de toute une organisation à caractère politique qui est suspendue à République du Mali. Oui, il faut le rappeler. Mais l'autre aspect, la décision ne surprend d'ailleurs pas la classe politique à l'entendre. Hein. Oui, effectivement, c'était prévisible, nous l'avons dit. Ils ont déjà émis des inquiétudes bien avant cette décision du gouvernement. Et ces derniers temps-là, il y a l'opposition qui le disait, c'était prévisible d'ailleurs, dit un de leurs. Il ne nous laisse plus d'autre choix que d'avancer, estime donc un important chef du parti. Et celui-ci poursuit, Abdallah, en disant tout simplement, nous allons adapter notre stratégie. C'est un ancien ministre donc qui le dit, est plus déterminé que jamais, qui voit cette suspension comme un signe de fébrilité, de panique aussi. On ne peut pas indéfiniment, dit-il aussi, un peu plus loin, gouverner par la peur et les intimidations. Donc estime une autre source, lorsque le peuple malien refuse de se lever, Abdallah, rien ne peut les arrêter, surtout dans cette situation-là. Donc il faudrait que le peuple malien, la classe politique, de la société civile, tout ce qui s'intéresse à la politique aujourd'hui, au retour à l'ordre constitutionnel, puisse se lever pour justement pour un retour à l'ordre constitutionnel du côté de Mali, ce qui ne sera pas aussi facile, bien entendu. Bien entendu, puisqu'on parle d'une transition qui dure déjà depuis plus de 4 ans. Tu l'as déjà rappelé du côté du Mali, une décision qui est tombée. Alors on va suivre ensemble cette décision des autorités maliennes, et derrière on va prendre la direction de Bamako pour essayer d'avoir un confrère de ce côté et analyser ensemble cette situation et cette actualité du côté du Mali. Décret numéro 2025-03-18 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 66-6/ANRM du 2 mars 1966, modifiée portant réglementation des assignations à résidence, des mesures d'éloignement et d'expulsion, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2004, modifiée relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2024-0657 PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2025-0070-PT-RM du 3 février 2025 fixant les intérims des membres
du gouvernement statuant en Conseil des ministres décide, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai 2025. C'était donc le décret portant suspension des activités politiques en République sœur du Mali, hein, il faut le dire. On va essayer de prendre la direction de Bamako pour essayer d'avoir la réaction d'un confrère de ce côté ensemble et aujourd'hui nous expliquer un tout petit peu aujourd'hui l'atmosphère qui du côté du Mali et également aujourd'hui quelles sont les réactions des observateurs, des acteurs politiques et éventuellement des organisateurs s'il y a des actions au-delà de ce que nous avons cité qui est prévu par les organisateurs. Mais il faut le rappeler, Abdallah, bien avant cela, aujourd'hui, il y a la population qui craigne aussi à ce qu'il y ait des mouvements et qui ne sont pas suités du côté de Mali à travers donc cette suspension-là, parce qu'ils se disent que c'est leurs droits qui sont en train d'être violés aujourd'hui à travers donc cette suspension. Mais aussi elles appellent les parties prenantes à privilégier l'intérêt collectif. Donc la population appelle les deux parties ou voire même les trois parties, en tout cas toutes les parties composantes, toutes les parties composantes à privilégier la paix collective du côté de Mali. Je crois aussi c'est extrêmement important à ce niveau-là, l'appel donc des citoyens. Mais il faut le dire, et nous sommes une situation à rappeler, c'est que le Mali est en transition, en période de transition, c'est comme on dit, c'est un pont, hein, et il faudrait aussi privilégier l'ordre public, comme l'a rappelé le gouvernement malien, comme l'a rappelé même le décret. Aujourd'hui, il ne faudrait pas le Mali qui est sous menace terroriste, djihadiste, si on peut l'appeler comme ça, djihadiste, c'est le mot, aujourd'hui ne doit pas faire fausse route. Exactement. Fausse route, parce que si il y a une telle mobilisation, beaucoup d'observateurs craignent cela. Est-ce que ces mouvements ne seront pas inféodés? Le gouvernement a ses raisons. Les acteurs politiques ont leurs raisons, parce que tu le rappelais tantôt, depuis le 29 avril, les résolutions du 29 avril, on peut citer entre autres la dissolution, la suspension de tous les partis politiques et l'octroi, moi j'utilise le mot l'octroi de 5 ans de mandat pour le président Assimi Goïta, entre autres résolutions qui ont été prises. Depuis ce jour, on a quand même vu des voix qui se sont levées du côté du Mali. Oui, des voix qui se sont levées pour dire non, là nous ne sommes plus dans une transition. Là, il y a une volonté manifeste de s'éterniser au pouvoir. Donc, il faudrait il faut se faire entendre, il faut se faire voir, il faut dire que oui, nous existons, nous n'accepterons pas que cela passe. On comprend cette position de l'opposition, mais on comprend aussi, je l'ai rappelé tantôt, la position du gouvernement qui essaie quand même de maintenir cette stabilité. Exactement. Cette stabilité, cette paix. Parce qu'il ne faudrait pas que ça dégénère. Abdallah, vous l'avez rappelé, c'est un moment très fragile aujourd'hui dans la vie malienne, dans la vie des citoyens maliens, dans la politique en général malienne. Il ne faudrait pas donc laisser trop de chance à certains mouvements aussi, hein, il faut le dire, Abdallah, parce que c'est une période de transition. Au-delà donc de ces mouvements-là, il y a le gouvernement, je crois, qui doit prendre ses responsabilités. Oui, ses responsabilités. Et peut-être interdire aussi cette manifestation grandiose qui était censée mobiliser l'ensemble des parties prenantes du côté de Mali, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays. Je crois qu'il fallait réagir. C'est vrai, c'est leur droit de s'exprimer
s'exprimer, mais nous savons comment nous nous exprimons ici en Afrique et généralement dans cette situation-là. Et donc, le gouvernement a ses raisons que moi, je pourrais comprendre justement. Oui, évidemment, le gouvernement a ses raisons. Mais il faut aussi rappeler, c'est ce compte-rendu très important parce qu'on est en train de présenter les faits. Lors de la consultation des forces vives maliennes qui a pris fin le 29 avril à Bamako, et les assises ont, entre autres, recommandé la dissolution des partis politiques. Si les principaux partis politiques, il faut le dire, ont boycotté cette consultation et ils n'avaient pas réagi ce jour. Donc la réaction a été spontanée quelques heures après, parce qu'après l'annonce, ils ont pris quand même quelques heures, 10 heures, quelques temps avant peut-être de réagir. Et en plus de la dissolution des partis politiques, les participants ont aussi proposé une série de mesures pour limiter leur nombre et durcir les conditions de création de nouvelles formations politiques. Donc au-delà même de la suspension. Donc il y avait une volonté aussi du côté des partis politiques, peut-être de négocier. Est-ce que peut-être aussi le gouvernement n'a pas donné cette chance-là à ces partis politiques de s'asseoir sur la table et de négocier. Et donc les politiques ont décidé d'appeler les Maliens à se faire entendre par une manifestation. Ainsi, il faut ce point aussi très important de ces résolutions, c'est la création d'un nouveau parti nécessiterait une caution de 100 millions francs CFA. 100 millions francs CFA. Ce qui pourrait dire Abdallah, exactement, ce qui pourrait dire Abdallah, c'est une mesure qui ne faciliterait pas désormais la création d'un parti politique. Mais Abdallah, moi je comprends cette mesure parce que la diversité des partis politiques aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui a un peu de voix, qui a un peu de moins, il se lève, il se dit aujourd'hui qu'il est ton leader politique, qu'il crée un parti politique et qu'il s'oppose aussi aux autorités. Oui, tout ça là n'était pas mal. Oui. Le mal n'était pas. Maintenant, on évolue sur les recommandations. C'est le point peut-être qui a heurté la sensibilité des acteurs politiques. Un mandat de 5 ans pour Assimi Goïta. C'est-à-dire, c'est cette proposition qui a été faite. De l'octroyer d'ailleurs. C'est de l'octroyer un mandat de 5 ans. De 5 ans. Donc, on a fait déjà une transition de 4 ans. Un mandat de 5 ans, ça fait 9 ans. Bon, en Afrique, généralement, les mandats tournent autour de 5-7 ans. 7 ans, généralement. Donc, déjà, ça dépasse même la limite. La limite fixée dans plusieurs constitutions africaines. Et là, c'est l'eau qui a fait déborder le vase. Voici l'un des points saillants qui a quand même poussé ces acteurs à appeler à la mobilisation. Mais est-ce qu'on peut dire, entre autres, est-ce que c'était la meilleure manière de réclamer cela? Est-ce qu'il ne devrait pas se retrouver autour de la table, dialoguer, trouver des points, dire non, nous ne sommes pas d'accord, au lieu de boycotter? Parce que la politique de la chaise vide n'a jamais marché en Afrique, surtout en période de transition. Nous n'avons pas affaire à des politiques, mais plutôt des hommes en treillis qui ont une formation différente des civils, il faut le dire. Certes, Abdallah, ça aurait été peut-être la meilleure solution à faire, c'est de se retrouver autour de la table, justement. Mais vu la situation, je ne sais pas si ça a été sollicité, si les acteurs politiques ont sollicité ne serait-ce qu'une négociation, un dialogue qui n'a pas été accepté par les autorités. Ça, je n'en sais pas, mais ça aurait été la meilleure solution. Mais nous savons comment les négociations aussi se terminent. C'est peut-être une autre façon pour se faire entendre pour les acteurs politiques maliens aujourd'hui. Donc c'est de rassembler les Maliens autour d'une manifestation, réclamer justement peut-être le retour à l'ordre constitutionnel, surtout peut-être de dire non à un mandat de 5 ans de plus pour le général Assimi Goïta. Bien, on n'arrive pas à joindre malheureusement notre confrère du côté du Mali. On va changer de registre. Direction le Vatican. C'est un moment rare et hautement symbolique pour les catholiques du monde entier. Depuis ce 7 mai 2025, tous les regards sont braqués sur la chapelle Sixtine au cœur du Vatican. 133 cardinaux sont réunis en conclave dans le plus grand secret pour élire le successeur du pape François. Hier soir, première fumée noire. Aucun nom n'a encore réussi à faire consensus, mais le processus se poursuit ce jeudi avec 4 nouveaux tours de scrutin prévus. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Quels sont les enjeux de ce vote? Peut-on rêver d'un pape
africain ou latino-américain, et pourquoi l'Afrique, pourtant si fervente, ne compte-t-elle que 17 cardinaux? Autant de questions que nous poserons à nos différents invités dans un instant. Mais avant, un conclave, c'est du silence, de la prière, mais aussi de la stratégie et des équilibres géopolitiques. Donc, au-delà du rituel, quelles dynamiques sont à l'œuvre derrière ces murs fermés? On suit ces explications de notre reporter Bangali Kamara, et derrière, on se retrouve ici en plateau. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre... C'est un moment rare, solennel et chargé d'histoire. Depuis ce matin, les regards du monde entier sont tournés vers la chapelle Sixtine, au Vatican. À l'intérieur, 133 cardinaux venus des 5 continents sont réunis en conclave. Leur mission, élire le nouveau pape. Dans le silence, la prière est à huis clos. Ils votent à bulletin secret pour être élus. Un candidat doit obtenir les 2/3 des voix, soit au moins 89 suffrages. Chaque cardinal reçoit un bulletin portant la formule latine « Eligo in sunum pontificem ». Je lis comme souverain pontife. Dans l'espace réservé, il inscrit le nom de son choix, plie le bulletin, le tient bien visible au-dessus de sa tête, puis le dépose dans l'urne placée sur l'autel. Avant de le glisser, il prononce solennellement « J'appelle à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que mon vote soit donné à celui qui, selon Dieu, je pense devoir élire. » 3 scrutateurs, tirés au sort parmi les cardinaux, sont chargés de dépouiller les bulletins. Le dernier d'entre eux les regroupe en les perforant avec une aiguille et un fil. Si aucun nom ne recueille la majorité requise, les bulletins sont brûlés dans un poêle de la chapelle, dégageant une fumée noire, signe qu'aucun pape n'a encore été élu. Mais lorsqu'un cardinal obtient au moins 89 voix, les bulletins sont brûlés dans un autre poêle, auquel on ajoute des fumigènes, produisant la fumée blanche qui annonce l'élection du nouveau souverain pontife. Tandis qu'une foule fébrile attend sur la place Saint-Pierre, le rituel se poursuit encore à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Le secrétaire du collège cardinaliste, Monseigneur de Jésus Montanari, ainsi que le maître des cérémonies pontificales et 2 cérémoniaires sont appelés à entrer. Le cardinal Pierto Perolin adresse alors 2 questions à l'élu. Acceptes-tu l'élection canonique comme souverain pontife? Et sous quel nom veux-tu être appelé? Le nouveau pape est ensuite conduit dans la sacristie pour revêtir l'habit blanc. Il revient dans la chapelle, s'assoit sur la chaire, tandis qu'un passage de l'évangile est proclamé. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 13, 19. Le chant du tendum retentit. Enfin, vient le moment tant attendu.
la première apparition du nouveau chef de l'Église catholique. Depuis la logis de la basilique Saint-Pierre, le cardinal protodiacre, le français Dominique Mamberti, en fonction depuis octobre 2024, proclame la célèbre formule « Habemus Papam ». Nous avons un nouveau pape, suivi du nom latin du nouveau pontife. L'Église catholique tient alors le 267e pape de son histoire. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net.
Deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi, quand il est 9h jusqu'à 10h30. Mamadou Diallo, nous avons suivi ensemble ces explications de Bangali Camara. Une première fumée noire. Le conclave se poursuit ce jeudi même et il y a bien des favoris, même si des surprises peuvent être enregistrées. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont plus proches de la papauté selon des médias, selon des observateurs? Vous l'avez dit, hein, Abdallah, beaucoup de noms aujourd'hui reviennent au niveau international sur ceux qui pourraient éventuellement occuper cette place de pape, donc remplacer bien entendu le pape François. Il y a beaucoup de noms, mais on a retenu 7 noms que nous allons citer tout à l'heure. Il y a le premier nom qui revient le plus souvent, c'est l'Italien de 70 ans, Pietro Poliran, qui est le numéro 2 aujourd'hui du Vatican, parce que son parcours est très remarquable, Abdallah, on va le rappeler. C'est le cardinal secrétaire d'État depuis 2013, donc depuis la prise de Pape François, il est le secrétaire cardinal, donc c'est le bras droit même de Pape François et pour les affaires diplomatiques et administratives. Donc c'est un diplomate aussi chevronné, Abdallah. Il a servi comme ambassade aussi au niveau de Venezuela, ambassadeur bien entendu au niveau de Venezuela et aussi au Nigeria. Donc il a une chance de prendre le fauteuil, mais reste à voir aussi. Mais son profil modéré en tout cas donne une expérience diplomatique et la proximité avec François, l'ancien donc qui est décédé, font de lui un sérieux candidat. Mais certains aussi peuvent voir en lui, Abdallah, un homme de système qui pourrait freiner plus de réformes aussi au niveau des conservateurs, parce que les conservateurs ils veulent toujours qu'il y ait de l'alternance. Donc le deuxième nom, Abdallah, qu'on pourrait citer à ce niveau-là, c'est Matteo Maria Jupi. Lui aussi il est italien, il a 69 ans, c'est un archevêque progressiste, Abdallah. Donc son parcours est très aussi remarquable. C'est un archevêque de Bologne, il est le président de la Confédération épiscopale italienne. Il est connu pour son engagement en faveur des pauvres et des actions de médiation, notamment en Mozambique. Il est proche donc des idées de François. Permets-moi de t'interrompre. On a déjà au bout du fil le père Stanislas Kambashi, prêtre jeugiste, actuellement en mission à Rome. Mon père, bonjour, bienvenue dans le scanner de Kavi Media. Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux fidèles auditeurs. Merci d'accepter notre invitation, mon père. Merci à vous aussi pour l'invitation. Aujourd'hui, je suis à votre disposition. L'actualité dominante, c'est ce conclave du côté du Vatican. Vous y êtes déjà. Mais avant d'aller plus loin, comment fonctionne concrètement ce vote? Est-ce vraiment un choix 100% spirituel et sans possible immixtion? Merci beaucoup pour la parole. Alors, avant de répondre à votre question, je dirais ici c'est totalement les suspens. Parce que tout à l'heure, il y a de cela 10 minutes, la fumée noire vient de sortir de la cheminée. Ce qui signifie que les cardinaux n'ont pas réussi à élire pape l'un d'entre eux. Aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre les 2 tiers de voix, c'est-à-dire au moins 89 voix sur 133. Donc, c'est l'ambiance du suspense. Et pour revenir à votre question, est-ce un choix 100% spirituel? Alors, on pourrait dire c'est un choix humain porté par le divin. Parce que nous savons que tous ceux qui sont à l'intérieur du conclave, ce sont des humains comme vous et moi. Les cardinaux, ce sont des hommes. Mais nous savons que les actions que nous faisons, lorsque nous confions cela à Dieu, lorsque nous prions avant de faire ou pendant que nous sommes en train d'agir, Dieu est avec nous. Ça, c'est notre foi. C'est pour cela que vous avez vu hier, avant les débuts du conclave, il y a eu des moments de prière personnels et en groupe. Il y a eu la litanie des saints. Il y a eu l'invocation à l'Esprit Saint avec les chants du Veni Creator Spiritus. Et puis tous ont prêté serment, main posée sur l'Évangile. Ce qui signifie que l'action qu'ils vont accomplir, ce n'est pas parce qu'ils sont mus par leurs propres désirs, leurs propres intérêts, mais ils sont mus par le désir de servir le Christ Jésus. Ce qui signifie que
ils doivent voter en conséquence de la mission qu'ils ont reçue. Et alors, on peut dire que l'Esprit Saint est avec eux, Dieu est avec eux. Voici pourquoi je disais, c'est une action humaine, oui, mais portée par les divins, et on peut dire qu'elle est spirituelle. En fait, on peut dire que c'est l'Esprit Saint qui préside à cette réunion, à ces conclaves. Ouais. On entend souvent, mon père, que l'Afrique est l'avenir de l'Église catholique, et pourtant, seuls 17 cardinaux, si je ne me trompe, africains parmi les 133 électeurs. Est-ce que l'Église tarde à reconnaître le poids réel du continent, selon vous? Vous avez raison, l'Afrique, c'est l'avenir. Moi, je dirais même c'est le présent de l'Église, vu le nombre, la démographie, vu la majorité, en tout cas le nombre de catholiques au monde. Nous avons une bonne partie en Afrique. Ça, personne ne peut l'éluder pour le moment. Alors, est-ce que l'Église tend à reconnaître? Non, l'Église est en train de le reconnaître en fait. Mais c'est une reconnaissance qui prendra son temps pour arriver à avoir le même poids, par exemple, dans un conclave que l'Europe ou que l'Amérique. Pourquoi cela? Ce sont des raisons qui tiennent à l'histoire, tout simplement. Comme vous savez, beaucoup de nos pays africains sont devenus indépendants autour des années 60. Et vous voyez, ce n'est qu'autour des années 60 que les églises africaines aussi ont commencé à être, dirait-on, autonomes. On a commencé à avoir des évêques africains autochtones, non? Autochtones. Alors, cela fait que ça prend son temps, mais je crois que ça finira par arriver à un moment où l'Afrique pesera de tout son poids, pas parce qu'on veut tout simplement renverser la pyramide, mais tout simplement parce que la réalité le dira, la réalité l'imposera. Bien. Eh bien, on parle parfois de favoris, et tout à l'heure on le rappelait, mais l'histoire du conclave a souvent réservé des surprises. Vous l'avez rappelé sur nos antennes. Un pape africain ou latino, est-ce devenu une vraie possibilité ou restons sur un schéma très européen, selon vos observations? Selon nos observations, en tout cas, c'est les mots que vous avez prononcés tout à l'heure, les mots surprises. Parce que les favoris, ce sont des projections, parfois même des spéculations de certaines personnes qui chacun établit sa liste. Hein? Il y a des listes qui changent, ça varie suivant les nations. Mais est-ce qu'un pape africain aujourd'hui ou un pape latino ou asiatique est possible? Je dirais absolument. C'est possible qu'il soit élu. Mais pourquoi est-ce que parfois on parle des favoris? Parfois parce que durant un pontificat, il y a eu des cardinaux qui ont reçu soit des charges qui les ont mis au premier plan. Vous voyez? Si un cardinal a été, par exemple, mandaté plusieurs fois par le pape pour certaines missions, et si ces missions ont été des succès, ont été couronnées par des succès, évidemment, son nom émergerait de manière presque évidente. Je vous donne un exemple. En 2005, lorsque le pape Jean-Paul II meurt, alors l'alors préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, l'alors cardinal Ratzinger, était un homme hyper connu, un grand théologien. Il avait travaillé pendant 25 ans au Vatican, proche de Jean-Paul II. Il avait été doyen du collège des cardinaux. Il était hyper connu. Alors, les indications pointaient vraiment vers lui. Évidemment, c'est lui qui avait été élu pape. Mais en 2013, toutes les projections avaient été déjouées avec le pape François. Là, c'était vraiment une vraie surprise. Tout comme aujourd'hui, il y a des cardinaux dont les noms émergent parce qu'ils ont eu à exercer des fonctions qui les ont mis au premier plan ou parce qu'ils ont eu des déclarations qui les ont mises au premier plan. Voici pourquoi ces noms émergent. Alors, une surprise serait peut-être la meilleure des choses. Et un pape latino ou africain ou asiatique, ce n'est pas non plus exclu. Bien. Alors mon père, les noms qui reviennent le plus souvent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a des noms, mais il peut y avoir des surprises. Quand on prend l'exemple de 2005 que vous avez cité, est-ce qu'on pourrait penser qu'il peut y avoir cette possibilité
avec le cardinal Pietro Parolin, si je prononce ça bien, l'Italien de 70 ans qui est aujourd'hui le numéro 2 du Vatican, parce que son parcours est un peu élogié, mais n'empêche quand même qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent voir en lui comme un homme de système. Il est le cardinal secrétaire d'État depuis 2013, donc le temps de Pape François. Merci pour la question. Vous l'avez évoqué, le cardinal Pietro Parolin, c'est comme ça qu'on prononce son nom. D'accord, bien. C'est un diplomate, secrétaire d'État. En fait, dans un langage profane, on parlerait de Premier ministre. Et comme Premier ministre du Vatican depuis 2013, c'est la deuxième personnalité. Beaucoup d'indications, en tout cas, le pointent comme l'un des probables. Oui. Ça pourrait être lui, parce que c'est un fin diplomate. Il a été nonce apostolique en Amérique latine. Il a mené beaucoup de missions diplomatiques sous le pape François. Et c'est un homme, on dit qu'il est humain, c'est un homme simple. Il a beaucoup de qualités, en tout cas. Ça pourrait être lui, on ne sait jamais. Tout comme ça pourrait être un autre cardinal. Pourquoi pas le cardinal Sarah, nous l'avions évoqué au cours des émissions, le cardinal Robert Sarah, qui est de nationalité guinéenne et qui a eu à exercer des grandes fonctions ici au Vatican. Tout d'abord secrétaire d'un grand dicaster et puis préfet d'un dicaster, ça signifie ministre. On connaît sa profondeur spirituelle, on connaît la pertinence de ses réflexions, on connaît aussi sa vie en tant que personne de prière. Pour vous dire une indiscrétion, parfois, quand je marche, je le vois en train de prier seul. Sur les rues ici, proche de sa résidence. Il m'est arrivé de le voir. On sait que c'est un homme de prière, donc ça pourra être lui, tout comme, ça pourrait être, je ne sais pas, le cardinal Turkson du Ghana, le cardinal Ambongo de la RDC, et le cardinal Bessi de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Tout comme aujourd'hui, on parle aussi, par exemple, du patriarche de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, qui est lui-même aussi de nationalité italienne. On parle du cardinal Tagle, qui est de nationalité philippine, qui est aussi au Vatican. Et on parle du cardinal Prévost, un Canadien. Voilà. En tout cas, on parle de beaucoup de noms. Mais comme nous l'avons souligné, la surprise est tout possible. Bien. Donc, au Vatican, il faut le rappeler, deuxième fumée noire. Hier, la première s'est déclarée, a été vue, observée par de nombreuses personnes qui ont effectué les déplacements, notamment vous. Aujourd'hui, vous nous le rappelez tout à l'heure, il y a quelques minutes encore, une autre fumée noire. Ce qui veut dire qu'au Vatican, pour l'heure, aucun pape n'a été choisi. Ouais. Effectivement. Ouais. Alors, parmi les... si vous le permettez... Allez-y. Oui, si vous le permettez, c'est le grand nombre de personnes qui viennent attendre cette fumée. Hier, on parlait de 45 000 à 50 000 personnes pour attendre la fumée noire. Aujourd'hui, déjà à midi, c'est un jour ouvrable, les chiffres indiquent 15 000 au moins. Alors, le soir, c'est sûr que ça sera aussi ces grands nombres-là. Alors, les sociologues se posent la question, qu'est-ce qui fait que ça attire autant? Même l'Europe où on dit que les gens ne prient pas, ne vont pas à l'église, pourquoi est-ce que ça attire autant? C'est une bonne question en tout cas pour notre réflexion. Bien oui, la question, Mamadou Dian. Oui, mon père, je voudrais savoir parmi les conditions d'éligibilité, est-ce que l'âge aussi ne joue pas en défaveur des uns et des autres? Oui, ça peut être possible, mais comme pour être électeur, il faut avoir moins de 80 ans. Exactement. Ou il faut avoir moins de 80 ans au moment de la mort du pape précédent. Oui. Voilà. Il faut avoir moins de 80 ans. Là, je peux jouer. Vous savez qu'en 2013, quand le pape François a été élu, il avait 76 ans. Et les gens disaient, c'est un vieux, c'est un pape de transition, mais il a vécu pendant 12 ans. Je crois que l'âge peut jouer en défaveur parce qu'on se dirait, si on élisait quelqu'un de 79 ans, on risque encore d'avoir un conclave après 4 ans, et ainsi de suite. Je dis bien ça peut, mais a priori, non. A priori, non, parce que tout celui qui entre là, même s'il a 79 ans et 11 mois, il peut être élu.
pape. Oui. Bien. Donc, je crois que c'est cela. Beaucoup de surprises. Mon père, l'autre question, il faut le rappeler, aujourd'hui, on s'attend à 2 votes dans la matinée. C'est-à-dire, dans la matinée, il y a 2 votes. La soirée, on nous apprend qu'il y a encore 2 votes. Donc, ça veut dire, si la première fumée noire est apparue, c'est que le premier vote de la matinée est terminé. C'est ça, effectivement? Est-ce que mon père Stanislas Kambashi nous reçoit? Vous êtes là, mon père? Vous nous recevez? On va essayer de rappeler mon père Stanislas Kambashi, qui est du côté du Vatican, en mission de ce côté, il faut le rappeler. Il vit à l'instant T ces événements, et il faut le dire, cette actualité symbolique, cette actualité. Il a dit plus de 15 000 personnes sur place. Sur place pour ce matin. C'est un jour ouvrable, il a rappelé hier soir, on était à 45 000. Mon père, vous êtes là? Vous nous recevez? Le réseau n'est pas notre faveur. Ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. On va rester sur cette actualité toute la journée, même dans nos différentes éditions d'information pour être au cœur de ce qui se passe du côté du Vatican. Ce conclave qui permettra d'élire un nouveau pape après le décès du pape François. Et nous, on va rester sur... oui, il est là déjà. Mon père, vous nous recevez, mon père? Malheureusement, on a des... Oui, mon père, vous êtes là, vous nous recevez? Oui, je vous reçois, je suis là. Ah, allez-y, donc, merci. Je disais tantôt qu'on nous apprend qu'il y a 4 votes pour cette journée, 2 la matinée et 2 votes dans l'après-midi. Aujourd'hui, vous nous signalez tout à l'heure qu'il y a une première fumée noire qui est apparue, et donc le premier vote est fini. Terminé. Donc, on s'attend au deuxième vote de la matinée. C'est ça, effectivement? De l'après-midi. De la matinée, d'abord. Alors, il y a une précision à apporter. Il y a 4 votes aujourd'hui, comme vous l'avez dit. 2 la matinée et 2 le soir. Oui. Alors, les cardinaux avaient dit ceci, qu'il y aurait la fumée noire seulement... après le deuxième vote du jour. Ça signifie que nous pouvons considérer que cette fumée noire est sortie après le deuxième vote d'aujourd'hui. Parce qu'il est ici déjà, il est 12 heures. Oui, il est déjà 12h18 ici à Rome. Alors, on attend les 2 autres votes du soir. Bien. Oui. D'accord. Donc, précision très importante pour nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, déjà avant de laisser partir mon père. Alors, mon père, peut-être c'est de savoir si ça continue ainsi, fumée noire, jusqu'où prendra justement le temps de ces votes-là? Jusqu'à quand? Merci pour la question. Ça, elle est importante. Si ça continue ainsi, après 3 jours, il y aura une pause. Les cardinaux devront faire une pause et ils prendront une journée de réflexion et de prière. D'accord. Et puis après, ils vont reprendre les votes. Et si après 7 scrutins, il n'y a pas toujours de pape élu, ils feront de nouveau une pause pour une journée de réflexion et de prière. Et ils vont reprendre. Mais alors là, ils vont reprendre pour voter seulement les 2 cardinaux qui auront recueilli les plus de voix pour départager. Super. Oui. Donc, c'est un peu cela le processus. Merci mon père Stanislas Kambashi. Je rappelle que vous êtes du côté de Rome au Vatican. Vous suivez en direct ces événements. Merci d'être intervenu sur nos antennes et nous vous reviendrons très bientôt. Merci à vous. Merci mon père. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Donc, depuis Rome, nous avons écouté mon père Stanislas Kambashi qui a donné plus de détails. La deuxième fumée noire est apparue. C'est l'actualité, en tout cas, c'est l'information majeure du côté du Vatican, il faut le rappeler. Et ces cardinaux feront 3 jours. Il a rappelé 3 jours de vote. Si il n'y a pas de consensus, il y aura un jour de pause et ces cardinaux reviendront pour encore voter. Si
s'il n'y a pas encore de consensus, ils vont se reposer pour un autre jour, une journée surtout. De réflexion. Et maintenant, c'est revenir, pas pour voter, mais pour recueillir d'abord les deux personnes ou les deux papes qui ont plus de voix. Qui ont plus de voix. Les cardinaux qui ont plus de voix. Maintenant, trancher entre ces personnes. Donc, des informations très utiles pour nos auditeurs et téléspectateurs. On va revenir en Guinée. Cette fois, on va aller, en tout cas, recueillir les avis d'un autre religieux. C'est le père Baba Sila. Baba Sila, qui est de la République de Guinée. Avec lui, nous allons parler du cardinal Robert Sarah. Oui, il faut le dire. Le père Kambashi le disait tout à l'heure. Stanislas le disait. C'est l'un des plus publicités dans ce processus-là. Le Guinéen de 79 ans. Il est l'un des favoris des traditionalistes. Il faut le dire, parmi les noms qui circulent pour succéder au pape François, un cardinal guinéen attire l'attention. Robert Sarah, ancien préfet de la congrégation pour le culte divin. Il est connu pour ses positions conservatrices, mais aussi pour son parcours remarquable au sein de la curie romaine. Quelles seraient les implications pour l'Afrique et pour l'Église universelle s'il venait à être élu? Notre second invité, nous allons essayer de le joindre tout à l'heure, Père Baba Sila, qui va intervenir dans cette émission, le scanner. Avec lui, nous allons revenir sur le parcours de l'homme, il faut le dire, un grand religieux, qui aujourd'hui qui n'est plus à présenter. On a écouté le Père Babachi. Il n'est plus à présenter aux religieux du monde. Il attire les regards des uns et des autres. Nous suivons même des reportages un peu sur les chaînes internationales, j'y arrive. Et donc, mais Abdallah, avant de peut-être de passer au cardinal Robert Sarah, il y a d'autres noms aussi qui circulent. On pourrait citer Claudio, l'Italien aussi de 69 ans, et c'est l'homme qui conseillait Pape François en ce qui concerne donc la situation à l'Ukraine. C'est aussi un préfet de disaster pour les églises orientales. C'est un ancien nonce à côté de l'Ukraine, en Biélorussie, même en Géorgie. Il est un spécialiste du dialogue avec les églises orientales, de la diplomatie en zone donc de conflit. Bien, on a déjà au bout du fil mon père Baba Sila de la République de Guinée. Bonjour mon père, bienvenue dans le scanner de Kavi Média. Bonjour, c'est le père Pierre Baba Mansaré. Pierre Baba Mansaré. Merci, nous allons corriger ça à travers la réalisation. Pierre Baba Mansaré qui intervient en direct dans cette émission. Mon père, on parle du cardinal Robert Sarah aujourd'hui, qui est quand même un des favoris de cette succession du pape François au niveau du Vatican. Aujourd'hui, l'actualité majeure. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu, une personnalité avec un parcours très inspirant. Oui, c'est vrai, et je l'ai connu, il est toujours mon éc. Et affectueusement, je l'appelle, comme beaucoup d'autres prêtres, grand-père. Donc nous l'appelons grand-père affectueusement. Et c'est vrai, c'est un homme qui inspire. Pour moi, c'est un repère pour l'Église. Et comme beaucoup le disent, il est un grand défenseur des vertus évangéliques. Et Sarah, c'est un fervent apologète, voilà, si on peut ainsi dire. Il défend bien la cause de l'Église, il défend les racines de l'Église, il est très profond, voilà. Oui, et qu'est-ce qui caractérise... Dans ses écrits, dans ses messages. Vous rappelez tantôt ce qui caractérise le parcours du cardinal Sarah au sein de l'Église, mais quelles sont les principales prises de position qui le mettent en avant aujourd'hui? Les principales prises de position, c'est vrai, et beaucoup disent qu'il est très traditionnaliste, trop radicaliste, mais au fait, il défend les racines de l'Église. Par exemple, à propos du célibat, du culte des
à propos de la liturgie en général, parce que pour lui, aujourd'hui, on voit dans les églises plus de superficialité, plus d'artificialité que de profondeur, que de racines dans nos célébrations eucharistiques. Bon, et aussi par rapport à l'immigration, par rapport même à la théologie du dialogue. Donc, dans beaucoup de ses écrits, c'est quelqu'un qui veut amener l'Église à s'enraciner davantage, à ne pas perdre de boussole. Voilà. Ouais, très important. Avant de vous quitter, parce qu'on est vraiment pris par le temps, cette question, comment expliquer que l'Afrique, continent où le catholicisme progresse fortement, reste sous-représenté au sein du collège cardinal? Pardon, je n'ai pas compris. Je dis comment expliquer que l'Afrique, continent où le catholicisme progresse fortement, reste sous-représenté au sein du collège cardinal? Sous-représenté, pour moi, l'Afrique n'est pas sous-représentée. Il n'y a que 17 cardinaux. Déjà, il y a 17 cardinaux africains qui sont là-bas, et c'est pour une première fois qu'au conclave comme ça connaît cette représentativité. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du pape défunt de s'intéresser à l'Afrique. Et il a fait beaucoup de cardinaux, et aujourd'hui nous avons 17 qui sont là-bas, et parmi les 17, il y a 3 ou 4 qui sont vraiment favoris. Et donc il faut se réjouir de ça. Bien. Donc on n'est pas sous-représenté, et c'est vrai que tout le monde le dit, l'Église d'Afrique, c'est l'avenir de l'Église universelle. Et nous le remarquons dans toutes les églises d'Afrique, ce flux de chrétiens et qui s'augmente, cet enracinement dans la foi. On voit plus de ferveur dans la vie chrétienne des gens. Et je prends mon pays, en Guinée, et les diocèses sont en train de se créer, les paroisses augmentent, les églises sont de plus en plus pleines. Donc il y a là un attachement vraiment aux valeurs évangéliques. Et ça fait une fierté, ça fait une joie. Bien. Merci, merci mon père Pierre Baba Mansaré. Je rappelle que vous êtes le responsable diocésain des communications sociales. Merci d'être intervenu dans cette émission Le Scandale. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci, Union de prière. Merci, à très vite. Union de prière, que Dieu bénisse la Guinée, les religieux du monde entier et tout le monde, il faut le dire. Merci, merci mon père. Merci Mamadou Dia, on est vraiment pris par le temps. Merci. Oui, Abdallah, ce qu'il faut rappeler à ce niveau-là, c'est justement l'apport ou le soutien du général Mamadou Doumbouya aussi au cardinal Robert Sarah. Robert Sarah, très très important. Merci à l'équipe technique du jour, aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.